Dis, pourquoi tu lis Pokémon? Faudra vraiment que t'arrêtes de lire des trucs de gamin, hein. Et je dis pas ça parce que j'aime pas les trucs destinés aux enfants, hein. Y a des trucs très bien adaptés, genre... Tu t'enfonces. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que l'animation c'est un peu une battle royale où tout le monde se met sur la tronche pour décréter comment ça devrait être. Bah ouais, d'un côté il y a ceux qui pensent que les gosses c'est stupide et donc ce qu'ils devraient regarder c'est du même acabit, mais déjà si on s'en tient à ces personnes, il y a trop de ce qui devrait être des exceptions. Bah ouais, parce que des dessins animés pas stupides, il y en a quand même pas mal. Il y en a certains qui par exemple vont vous indiquer comment mieux vivre votre vie et pas forcément avoir une bonne façade, comme Moon Valley. Moon Valley, ou en tout cas la série sortie en 2019, vu que c'est celle que l'autre m'a forcé à regarder, comporte une saison de 13 épisodes. C'est l'adaptation d'une série de livres écrits par Tove Jansson, une écrivaine finlandaise ou finnoise qui est notamment connue pour Mom and Charlotte, Holy Moments. Pour ce qui est de l'animation, faut dire que c'est carrément fluide, même si on s'attend pas à voir des combats dans Moon Valley. Et faut dire que j'ai pas spécialement envie de voir des Sakuga dans Moon Valley si c'est pour voir quelqu'un mourir aussi. Accessoirement, au niveau des couleurs, il faut dire que la palette est plutôt bien choisie, vu que ça sature jamais vraiment, que le doublage anglais est carrément bon, vu que j'ai regardé en anglais évidemment. Au niveau des personnages, il y en a suffisamment pour que tu en réclames pas plus, et il y en a pas trop pour que tu te paumes parmi les noms. Il y a même quelques humains auxquels tu pourrais peut-être t'identifier, même si je doute que tu t'identifies à Comrade Snufkin comme j'aime l'appeler, vu que ce gars est censé amener l'hymne du printemps, mais qu'il essaye carrément de détruire la propriété dans un épisode. Ah, les dessins animés pour enfants, ça a changé, hein, n'est-ce pas? Bon, pour ce qui est du reste, le héros apprend de ses erreurs au fil des épisodes qui se déroulent avec légèreté et humour sans jamais tomber dans l'agressivité. Il apprend notamment ce qu'est le vrai courage, que c'est pas parce que tu fais le ménage dans ta maison que ça veut dire qu'il y a de la bonne humeur dedans, etc. En somme, tu dois passer un plutôt bon moment, peu importe ton âge devant, quoi. Ouais, j'aurais presque pu m'endormir si c'était pas aussi bien fichu. Ou encore Wakfu pour aller voir du côté français, voir Kaelu qui se permet des satires assez violentes, même si ça m'aurait pas gêné de mettre mes frères et sœurs devant, excepté pour une blague salace dans l'épisode et si on jouait à papa et maman. Le truc passait quand même sur Télétoon Plus, mais au moins ça donnait les vraies intentions des auteurs, qui étaient peut-être pas de s'adresser à un public aussi jeune, même si en dehors de cette blague, ce serait sympa qu'on arrête de prendre les enfants pour des débiles finis. Ouais, parce qu'il y a aussi des dessins animés qui peuvent être très métaphoriques et assez opaques avec l'éducation qu'ils reçoivent actuellement, genre Over the Garden Wall. Over the Garden Wall, c'est un dessin animé américain sorti en 2014 qui fait 10 épisodes et qui est suffisamment bizarre pour qu'on l'ait remarqué. On parle quand même de deux gosses qui sont paumés dans la forêt et dont l'aîné est suffisamment mature et méfiant pour que tu comprennes dès le début que c'est pas censé être joyeux. Et pour cause, on a une palette de couleurs assez sinistre et des décors pas spécialement rassurants. Tu reprendras bien un peu un bout de métaphore pour te dire que la vie humaine, c'est chercher quelque chose à travers ta vie sans jamais vraiment le trouver, n'est-ce pas? En tout cas pour les 2 premiers épisodes. Et il y en a carrément qui profitent de la soi-disant innocence de ces mêmes enfants pour leur boire le crâne. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas d'âge pour la propagande, visiblement, hein. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des trucs comme David le Gnome, un truc de 1985 espagnol, qui a la mauvaise habitude de pointer les humains comme tous les maux de la Terre sans jamais donner de solution. Ouais, parce que les humains polluent? On va pas leur donner de solution, hein, jamais de la vie. On se retrouve alors avec un truc soupçonné de fausse écologie, et aussi d'incohérence dans la vie des gnomes. Non, parce qu'on a quand même des gnomes, donc femelles, donc les femmes gnomes, etc., qui restent à la maison, tricotent, etc., et qui apprennent comment être des filles, le fameux aimer les fleurs, etc., et délicate, alors que bon, elles ont quand même une longévité probablement égale à celle des gnomes, une fertilité assez basse, qu'elles sont pas stupides et qu'elles sont probablement aussi robustes qu'eux. Un léger soupçon de sexisme dans votre tasse, ça fera pas de mal. En tout cas, c'est le cas dans les 16 premiers épisodes, vu qu'ils sont dispo sur YouTube si vous avez envie de vous faire du mal. Tout ça en sachant que t'as dû te le remater plusieurs fois pendant l'enfance. Tu t'en tires pas si mal que ça en fin de compte. Bref, et en parlant d'enfance, il y a des trucs que je me suis farci quand j'étais gosse, genre David le Gnome, Podcat, qui avait le mérite d'essayer d'expliquer le jargon vidéoludique sans trop lui cracher dessus avec une esthétique pas trop immonde quand on se penche dessus malgré quelques propos énervants, Monster Allergy, qui avait des designs plutôt attrayants et originaux, mais il y a un truc que j'ai cherché pendant des années. Et ce truc, c'était un film d'animation. La légende de Parva. La légende de Parva, c'est un film d'animation franco-italien sorti en 2003 et qui fait 85 minutes. C'est un film d'animation visiblement destiné aux enfants, mais qui est quand même une adaptation libre du Kama Sutra de Milo Manara, un artiste italien visiblement connu pour ses œuvres érotiques. En même temps, tu me diras, vu le titre, hein, on s'en doutait un peu. On a lu quelques extraits du Kama Sutra de Milo Manara et on a décrété que c'était suffisant pour pas vous en parler davantage.
Pour ce qui est du film d'animation en lui-même, on a le droit de la 2D avec de la 3D posée de façon approximative, on dira. On a aussi des couleurs extrêmement flashy au point que certains passages du film peuvent arracher les yeux. Il n'y a qu'une personne qui a été mise pour choisir les couleurs, donc à la limite pourquoi pas. Le problème c'est que je vais pas justifier le film par manque de budget parce que déjà de 1 on n'en sait rien, et de 2 si seulement les problèmes étaient visuels on vous en parlera sûrement pas. Et c'est là qu'on en arrive à un film d'animation destiné aux enfants. Pourquoi destiné aux enfants? Parce que la morale s'appliquerait qu'aux enfants? Parce que la morale serait trop niaise pour les adultes? Parce que le film prendrait les enfants pour des abrutis finis? Ou parce que le film n'utilise absolument aucun trash pour faire mature sans raison? Je comprends parfaitement l'utilisation du trash quand c'est pour justifier des propos qui peuvent être positifs dans les séries dites pour adultes, comme par exemple Pipoudou qui parle ouvertement de sexualité. Intéressant à voir si vous avez 18 ans ou plus en tout cas. Mais je ne remets pas en cause l'existence des dessins animés pour adultes. Ce que je remets en cause, c'est les dessins animés pour enfants, parce que ce serait classer les enfants comme une partie de la population, alors que ces mêmes dessins animés sont plus qu'accessibles, voire une source de bonheur pour tous les publics. Et à l'inverse, on a des dessins animés et bandes dessinées, comme La Petite Mort, qui ont des traits très enfantins, pour tirer des bonnes grosses satires à bout portant, voire une saison 2 assez déprimante même. Mais je m'attendais pas à me taper les plus grosses barres de ma vie sur un truc qui parlait de la mort aussi, faut le dire. Infantiliser, c'est tellement devenu un synonyme de débile profond, qu'on a le même cas avec d'autres médias, comme les jeux vidéo, les animés et les mangas, parce que ouais, rappelons-le, les mangas, c'est pas un genre. Je laisse là une partie de la vidéo de l'ermite moderne qui explique bien mieux que moi. Oui, parce que les mangas et les BD, c'est des vrais livres. On parle d'un support, on parle pas d'un genre ou d'un médium, ou du calme. Et donc, pourquoi j'ai parlé de La Légende de Parva? Parce que c'est un film d'animation supposément pour les enfants, mais que je recommande plutôt de regarder en étant adulte, et pas pour les bonnes raisons. Le film commence donc sur une nuit étoilée avec des singes qui parlent, et c'est plutôt fluide pour l'instant. 30 secondes de film, et je crois qu'il y a déjà des problèmes avec les singes qui volent. Il y a eu un problème de superposition de PNG là, je crois. Et le pire, c'est que ça arrive pas qu'une seule fois dans le film. Mais bon, on remarquera au moins l'effort de faire un doublage correct aux singes, puisqu'ils ont une voix enfantine plutôt qu'un raciste cliché et raciste. Ça change. Et là, ça commence à parler de connexion, de satellites et des pouvoirs du vieux sage, que les animaux sont allés chercher dans la forêt, et le vieux sage plus son acolyte qui a du wifi dans la jungle commence à parler de Parva. Parva, c'est une étudiante européenne qui est liée depuis la naissance à un prince indien nommé Shiva, parce qu'une météorite aurait percuté le volcan près duquel sa mère aurait accouché, et ça l'aurait mise sur le même plan astral que le prince. Tout ça avec des effets 3D assez discutables, et heureusement qu'il nous est pas arrivé la même chose, parce qu'on serait un peu dans la merde quand même, non? Et Shiva, donc, a été transformé en chien, qui peut tirer des rayons laser avec les yeux, mais ça on en reparle plus tard. Et Parva, elle, vit sa vie tranquillement, sans rien savoir. On remarquera aussi l'humanisation des animaux, notamment à travers la parole, mais pas que, vu qu'en effet les singes notamment se mettent à pleurer quand ils entendent l'histoire de Shiva et Parva, alors même qu'il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas encore de drama, alors je vais vous en donner des raisons de pleurer, moi. Eh, elle n'est toujours pas revenue depuis Pokémon Noir 2 et Blanc 2. On va se faire tuer pour cette vanne, tu le sais ça? Enfin après on a déjà organisé plusieurs offrandes à Satan, si ça marche pas c'est qu'il y a une autre raison. Peut-être une lueur divine? Non parce que je suis tellement fatiguée que même un néon ça me paraîtrait un symbole du divin là. Alors justement en parlant de lumière divine, Parva sur laquelle le film se concentre enfin, se fait inonder de lumière bleue, visiblement par le gars qui a piraté un satellite et qui a du wifi dans la jungle, mais tout le monde s'en fout, hein, visiblement surtout la prof d'art qui s'en bat la race et continue son cours. Je savais que les cours en amphi des fois c'est un peu chépère, mais là quand même, même moi ça je l'ai pas eu dans ma fac hein. Et finalement, elle et son ami décident de partir du cours sur Redstone après. On remarquera d'ailleurs le design de la ville qui est plutôt futuriste et assez original, mais qui mène aussi à quelques incohérences, notamment le fait que les gens ont des super écrans du futur translucides, mais qu'ils ont toujours des vieux téléphones claqués au sol. Tu me diras, bon, si on devait s'arrêter à chaque incohérence, hein, je pense que même moi qui suis claqué et qui les ai remarqués, c'est qu'il y a un problème, on peut en parler. Déjà les gens qui tapent sur leur PC sans toucher les touches, c'est incroyable mesdames et messieurs, et oui. Enfin bon, si on devait parler de toutes les incohérences dans le film, au bout d'un moment, ça me fatigue. Alors que j'arrive même pas à m'endormir. Ça me fatigue sans m'endormir. Et là, Parva qui révisait ses cours vu qu'elle est une bonne élève bourgeoise blonde de 17 ans et qui a nommé son chien Indra et son chat Virus parce qu'elle est trop intelligente, se retrouve soudainement absorbée par le labyrinthe dans son PC. Et à partir de là, on peut se dire que c'est une forme d'hypnose, puisqu'elle voit carrément l'esprit de sa mère qui est censée être décédée, et le prince qu'elle a jamais vu. Et tout ça, ça peut être justifié par un fait très simple, mais plutôt astucieux, il faut le reconnaître, qui est une inversion des concepts normaux, avec un personnage qui est le garde, à qui elle doit voler la clé. Ce garde, en effet, dort avec les yeux ouverts,
et s'éveille une fois les yeux fermés. Cette inversion des concepts normaux pourrait justifier tout le fait que c'est une hypnose, voire un rêve. Mais je penserais plutôt pour l'hypnose, personnellement. Tu permets que je fasse une petite interruption pour parler de la différence de budget entre le feu en 3D et la bulle 3D? Non mais ça, et en plus on peut aussi parler du fait que Parva est super doué pour le dessin. Non mais parce que dessiner comme ça à 17 ans au fusain sans esquisse, c'est juste le don pour le dessin actuellement. Nous autres on galère depuis environ 10 ans pour essayer de dessiner des dragons, mais on se retrouve fumé par une héroïne claquée au sol. Et là, son ami l'entraîne en boîte de nuit, et je vais pas parler de cette séquence, mais si vous avez besoin d'une bonne raison pour regarder le film, dites-vous que quelqu'un a osé lâcher. Super kiff, j'en ai de la buée sur les lunettes. On remarquera par contre un effort pour faire une boîte de nuit du turfu, qui cette fois a des couleurs assez flashy, mais c'est dans le thème et c'est plutôt psychédélique que juste un gars qui s'est tapé un délire sur Paint. Et là, Parva sort de la boîte de nuit parce qu'elle n'est pas une fille comme les autres. Dixit, la personne qui a des problèmes d'insomnie et qui doit se bouffer des compléments de magnésium tellement elle voit ni le soleil ni les gens. Et là, c'est le niquage de gravité en règle quand Parva percute de plein fouet la voiture qui trimballait le chien prince et elle récupère le collier au calme. Mais bon, c'était prévu par le vieux sage donc ça va, hein, tout s'est déroulé selon le Keikaku, tout ça. Et puis elle se dit qu'elle va emmener le chien en cours et elle nous lâche la phrase la plus incroyable au monde. Il y a deux espèces supérieures, le chien et l'homme. Et déjà tu sais qu'il y a un truc qui va pas et qu'elle va y rester hein, parce que... Où est la team chat dans Parva? Visiblement la team chat finit par la trouver vu qu'elle se fait courser plusieurs fois par des indiens. Et ça va en vrai, elle s'en sort plutôt bien vu que le chien prince il tire des lasers avec les yeux et qui guérit tous les gens qu'il touche. Donc ça va. Mais les kidnappeurs n'ont pas dit leur dernier mot et entrent par effraction chez Parva. En escaladant l'immeuble à main nue. Et ils enlèvent le chien, mais heureusement, l'ami inutile de service fait une visite surprise à Parva et décide de partir avec elle pour aller les courser en scooter. Et elles se font choper et balancer dans la cale du bateau où le chien a été balancé aussi. Avant de se faire jeter à la mer, une mer plutôt radioactive d'ailleurs, et assiste à un combat entre Groudon et Kyogre, visiblement. Après avoir vu un bateau fantôme, qui n'est pas sans rappeler que leur état mental commence peu à peu à se désagréger, avec un cheval à bascule qui appartient à Parva dessus. Spoiler, les jouets de Parva sont répartis tout au long du film pour faire avancer le scénario. C'est un peu le checkpoint pour éviter qu'elle crève toutes les 5 minutes. Et là, elle rencontre un vieux prof chelou avec un accent allemand cliché qui les emmène sur l'île où est le prince. Et là, ça s'accélère carrément puisqu'elle rencontre le Raja, qui est celui qui a emprisonné le prince, mais qui n'est pas responsable de sa transformation. Encore eux, vu qu'il s'est déjà se téléporter, visiblement. On pourra remarquer la scène du bain, cependant, surtout pour son décor, qui est très joli et sa musique assez reposante, mais ça vous le saurez si vous regardez le film. Parva parvient finalement à revoir le chien, mais le chien ne la reconnaît pas, du coup le Raja les envoie bosser dans les mines de saphir, qui sont la richesse de la région. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a du lore dans Parva. Vous savez, la mer de déchets radioactifs, en fait c'est pour empêcher les touristes de venir sur l'île. Ouais, parce que le Raja il a peur que les touristes... je sais pas, renverse le gouvernement visiblement, c'est pas comme si les touristes ça pouvait rapporter de l'argent hein. Le gars qui a le wifi magique et la TV branchée dans la jungle et qui les espionnait depuis le début, demande alors s'il peut brûler la forêt, mais le vieux sage répond que non, et il se décide enfin à aller les aider avec quelques animaux. Et on remarquera alors Parva et Lula, mais si vous savez l'ami inutile de Parva, qui perdent leur voile en cours de route. C'est dommage, ils avaient l'air si bien attachés. Parva finit par se paumer dans une rivière magique, mais elle en sort rapidement, et à la place, se fait arrêter par les keufs qui la jettent donc dans le labyrinthe. Mais bon, vu qu'elle avait utilisé l'option Google Maps 3D au début du film, elle s'en sort facilement, mais se fait de nouveau courser par des motards indiens cette fois-ci. Et bien le problème, c'est qu'elle est coincée, et donc qu'est-ce qu'elle fait en étant coincée? Bah elle est en train de voir l'esprit de sa mère et elle se jette de la falaise. Imagine ta daronne, c'est Athéna de Saint Seiya version Coplus. Mais bon, elle atterrit sur le stand du professeur qui est maintenant devenu un prêcheur révolutionnaire, donc ça va en soi hein. Et le prêcheur révolutionnaire en question l'emmène donc voir le vieux sage, qui lui explique tout ce qui s'est passé depuis le début, et surtout comment il a transformé Shiva en chien. Ah, donc le vieux a pas d'autre pouvoir en dehors de transformer Parva en chien et pas savoir annuler le sortilège et de sa vision universelle. On va peut-être penser à faire rembourser la magie à ce niveau-là, hein. Déjà que ça se trouve c'est pas écolo. Ils portent des habits biologiques en fibre de lin et n'utilisent que de la magie garantie sans phosphate. Et là s'ensuit une scène tellement what the fuck que je peux pas vous la spoil et il faut absolument que vous la voyiez. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils ont besoin d'un téléphone. Apparemment les téléphones ne sont pas installés sur l'île selon leur Parva, par contre la fibre dans la jungle ça a l'air de gêner personne. Parva retourne alors dans le labyrinthe, mais cette fois elle est guidée par le gars qui a du wifi magique donc ça devrait bien se passer. Et effectivement ça se passe plutôt bien vu qu'elle retrouve Indra et le délivre, grâce à Lula, vous savez son ami inutile, qui était miraculeusement là depuis un moment déjà, hein, à se demander comment elle a survécu la pauvre, mais passons. Et donc ils sortent du labyrinthe, et Parva demande une dernière fois ce qu'elle doit faire à sa mère.
Et on remarque un recyclage de plans pas du tout discret. Sa mère lui dit que le bonheur est en chacun d'entre nous et qu'il faut juste le trouver. Ce qui est quand même assez drôle, hein, vu que la meuf en question, elle a été liée depuis le début à un prince indien qu'elle connaissait absolument pas, qu'elle a été entraînée dans une histoire abracadabrante, alors qu'à l'origine elle voulait juste faire des études d'art. Mais je dis ça, je dis rien, bien évidemment. Le prince et le Raja se font un 1v1 avec des rayons laser, le prince gagne, il se marie avec Parva, à 17 ans on rappelle, mais bon on n'est plus à ça près. Et finalement, Parva continue de parler à sa mère, et le film se finit comme ça. Ah ouais, si vous voulez regarder le film, on va peut-être vous avertir d'un dernier truc en dehors de tout ce qu'on a dit. Parva explique absolument tout ce qui se passe à l'écran. Non, parce que peut-être que vous êtes à l'aise hein, avec ça, mais bon, à partir du moment où tu dois justifier tout ce qui se passe à l'écran, c'est peut-être qu'il y a tromperie sur la marchandise. Et donc, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de la légende de Parva? Parce qu'honnêtement, c'est un pur nanar. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste allez le regarder si vous avez besoin d'un boost au moral. Personnellement, je l'ai fait 3 fois récemment dans l'année, et ça m'a à chaque fois fait beaucoup de bien. Bon, on peut au moins reconnaître une qualité au film, malgré tous ses défauts, notamment ses thématiques claquées bien qu'existantes, c'est le rythme. Le rythme, c'est tellement n'importe quoi que t'as pas le temps de respirer ni de t'ennuyer. C'est un peu pro-merde, mais en version négative en fait. Et accessoirement, au niveau des thématiques, je pense qu'on peut parler que le film te dit globalement tu dois accepter l'amour, peu importe l'apparence, mais Parva c'est quand même une héroïne qui parle mal à tout le monde, se permet de faire des remarques au calme parmi les Indiens, donc bon, on va peut-être nuancer un petit peu le propos, non? Et accessoirement, il y a une espèce de fuite de la superficialité de la ville, tout au travers du film, notamment à travers les déchets toxiques, le fait que le professeur se soit fait virer parce qu'apparemment il écrivait des poèmes profanes, des poèmes en plus, hein, le truc intellectuel par la nature, etc. Donc le problème de la superficialité de la ville, ben il faudrait peut-être nuancer le propos aussi, hein, parce que oui, la ville, pour ce qui est de la pollution, c'est de la merde, clairement, on va pas chipoter là-dessus. Par contre, faudrait peut-être arrêter constamment de parler de cette superficialité de la ville. Parce que vouloir se cultiver à l'infini et devenir une meilleure personne, plutôt que de vouloir bosser pour une société dans laquelle tu comptes, mais tu comptes pas vraiment, j'appelle pas ça spécialement la superficialité, mais plutôt vivre en fait. Après, bon, évidemment, il y en a qui peut-être pour qui le bonheur c'est de bosser, de connaître l'amour, etc. Et je suis qui pour juger votre choix de vie? Mais il faudrait peut-être commencer sérieusement à arrêter d'essayer d'imposer ses choix aux gens, ce serait pas mal. Plus sérieusement, si vous avez le temps et l'envie de vous mater un film, je vous dirais plutôt d'attendre la sortie en Blu-ray de Promare, même si c'est au Japon, vous savez, le dernier film d'animation des studios Trigger. Non, parce que déjà, rien que pour l'esthétique assez géométrique qui suit des plans de caméra absolument tarés qui décrivent parfois parfaitement un carré, ou encore les OST juste divines et les personnages qui évoluent plutôt bien au bout d'une heure de film, voire 2 heures même plutôt, d'un rythme absolument effréné et pas pour les mauvaises raisons cette fois, je pense que ça vaut le détour. Et les thématiques se limitent pas juste à l'anti-discriminatoire que les gens ont pu lui reprocher, mais aussi à la façon dont un individu peut se démarquer des autres, non pas en les rabaissant par exemple, mais en étant lui-même et en se définissant non plus par sa place par rapport aux autres dans la société, mais en étant ce qu'il est réellement lui-même. Bon. Et puis, évidemment, c'est optimiste comme pas possible, et ça parle d'accepter ses erreurs, etc. Mais ça, c'est Imaishi.exe qui peut pas s'empêcher de tourner. Et c'est peut-être pas forcément plus mal quand t'as du mal à dormir comme moi.